Bonjour à toutes et à tous. Ce matin, un mois de guerre et une certitude qui s'installe. Ce conflit n'est pas seulement militaire. Il est financier, diplomatique et profondément politique. Les lignes bougent vite, trop vite peut-être pour ceux qui espèrent une sortie rapide. Et derrière, chaque signal diplomatique, chaque mouvement de marché, chaque déclaration de Washington ou de Téhéran, eh bien, il y a une logique, une seule, que nous allons décrypter ensemble ce matin, parce que ce qui se joue en ce moment dépasse largement le Moyen-Orient. Il y a des capitales qui calculent, des marchés qui anticipent, des institutions qui vacillent, et il y a un calendrier serré, peut-être même trop serré. Et il y a des acteurs qui en coulisses ne jouent pas tout à fait le jeu qu'ils affichent en public. Diplomatie, énergie, récession, banque centrale, grand sommet, les pièces du puzzle sont sur la table et ce matin, eh bien, on va tenter de les assembler ensemble. Le conflit entre les États-Unis, Israël et l'Iran entre dans une phase charnière entre signaux diplomatiques et durcissement des positions. D'un côté, les efforts de médiation s'intensifient. La Turquie, l'Égypte et le Pakistan jouent les intermédiaires actifs. Le directeur de l'AIEA évoque des pourparlers possibles à Islamabad ce week-end avec un agenda élargi. Nucléaire, missiles balistiques, milices pro-Téhéran et garantie de sécurité iranienne. Selon des sources arabes proches des discussions, Téhéran serait moins intransigeant en privé qu'en public. Une fenêtre étroite mais bien réelle. Et de l'autre, eh bien, l'Iran a pourtant rejeté la proposition américaine en 15 points et présenté sa propre contre-proposition en 5 conditions: arrêt des frappes, garantie contre une reprise du conflit, réparation de guerre, cessez-le-feu sur tous les fronts et, le fait probablement le plus marquant, reconnaissance formelle de sa souveraineté sur le détroit d'Ormuz. Une position maximaliste, d'autant que Trump avait lui-même évoqué un contrôle conjoint du détroit. Les États-Unis, eux, continuent de masser des troupes dans la région dans le cadre de l'opération Epic Fury. Sur les marchés, le Brent se replie autour de 97 $, signe d'une désescalade anticipée mais sans conviction. Costco a prudemment rouvert ses réservations vers le Golfe après un signal iranien autorisant les navires non hostiles, ambigu mais immédiatement suivi par les opérateurs. Tout se jouera donc ce week-end à Islamabad, mais pendant que les diplomates négocient, une information du Financial Times vient changer la donne. Et pendant que les médiateurs s'activent à Islamabad, une information vient compliquer sérieusement le tableau diplomatique. Le Financial Times rapporte en effet ce matin, citant des évaluations de renseignements occidentaux, que la Russie a commencé ce mois-ci à livrer des drones à l'Iran. Une première depuis le début des hostilités le 28 février dernier. Moscou devrait achever ses livraisons d'ici la fin du mois. Le Kremlin fournissait déjà, vous le savez, un soutien en renseignements et des images satellites à Téhéran. Ces drones marquent donc un seuil nouveau, celui du réarmement actif. Moscou dément, mais prudemment. Il y a beaucoup de fausses informations en ce moment, a déclaré un porte-parole du Kremlin. Mais les frappes israéliennes récentes contre des cibles iraniennes en mer Caspienne, longtemps restées sans explication publique, prenaient précisément pour cible ces corridors de transfert russo-iraniens. La logique russe est lisible. Moscou fabrique des drones de conception iranienne pour son propre conflit en Ukraine depuis 2023. Réarmer Téhéran, c'est prolonger une guerre qui fixe Washington et détourne l'attention de l'Ukraine. Si cette information est confirmée, Téhéran ne négocie pas depuis une position d'isolement et Washington le sait. Moscou dans la boucle, Téhéran renforcé dans ce contexte. La question se pose avec une acuité nouvelle. Donald Trump a-t-il encore une porte de sortie ? Près d'un mois après le début du conflit, Donald Trump a confié en privé à ses conseillers qu'il considère la guerre en phase finale et les presse de tenir le calendrier de 4 à 6 semaines qu'il a publiquement annoncé. Selon des sources proches du dossier, des responsables de la Maison-Blanche anticipaient même une fin des hostilités avant un sommet prévu à la mi-mai avec Xi Jinping à Pékin. Mais Trump n'a pas de sortie facile. Les négociations de paix n'en sont qu'à leur balbutiement. Téhéran refuse toute discussion directe et l'Iran vient même de poser des conditions jugées inacceptables par Washington. Le président hésite également à déployer des troupes au sol, craignant que cela n'allonge le conflit et n'augmente le nombre de pertes américaines, déjà de 13 morts et près de 300 blessés. En coulisses, Trump aussi donc entre voies diplomatiques et escalade militaire. Il a évoqué auprès de ses conseillers l'idée d'obtenir un accès au pétrole iranien dans tout accord de paix. Mais son secrétaire à la Défense résume l'attention, je le cite, « Nous
négocions avec des bombes. Le contexte politique domestique aggrave donc l'équation. Les républicains s'inquiètent de l'impact de la guerre sur les midterms. Dans un contexte de coût de la vie déjà élevé, Trump lui-même a confié que le conflit le distrayait de ses autres priorités. La guerre est peut-être gagnée militairement, mais la paix, elle, reste à construire. Premier test grandeur nature de la fermeture du détroit. 2 pétroliers ayant quitté le Golfe avant les frappes du 28 février arrivent au Japon par des routes alternatives. Un soulagement temporaire qui ne masque pas l'ampleur du choc. Tokyo a déclenché la 2e mobilisation de réserve stratégique de son histoire en coordination avec les 400 millions de barils libérés par l'AIE. L'essence au Japon a atteint 190,8 yens le litre, un record forçant le gouvernement à subventionner d'urgence les carburants à hauteur de 800 milliards de yens. Mais derrière la logistique, c'est une recomposition géopolitique majeure qui s'accélère. Le Japon, quasi intégralement dépendant des importations énergétiques, devient malgré lui un acteur de la crise. Tokyo ne peut en effet rester neutre sans menacer sa stabilité économique et sociale, ce qui renforce mécaniquement sa dépendance aux États-Unis pour la sécurisation des routes maritimes. La vraie question n'est donc plus logistique. Les économies asiatiques, Japon, Corée du Sud, Inde, Taïwan, disposent collectivement de 90 à 120 jours de réserves stratégiques. Passé ce seuil, le tableau change radicalement. Inflation importée, ralentissement industriel, tensions sociales. Or, ces pays sont aussi les principaux créanciers et partenaires commerciaux des États-Unis. Leur fragilisation, c'est un choc financier global en retour. Et c'est précisément ce calendrier 4 à 6 semaines de guerre, sommet Trump-Xi Jinping le 14 mai, qui donne sa cohérence à toute la séquence. Hormuz n'est pas qu'un détroit, c'est le chronomètre de la guerre. Donc, Hormuz comme chronomètre, mais chronomètre de quoi exactement ? La réponse est peut-être à Pékin. Et c'est désormais officiel. La Maison-Blanche a confirmé hier, mercredi 25 mars 2026, que Donald Trump se rendra bien à Pékin les 14 et 15 mai prochains pour rencontrer Xi Jinping avec une visite réciproque du dirigeant chinois à Washington prévue ultérieurement. Un sommet dont le timing est tout sauf anodin. Interrogée sur ce calendrier, la porte-parole, Caroline Leavitt, a déclaré que la guerre contre l'Iran était estimée à 4 à 6 semaines et elle a précisé, vous pouvez donc faire le calcul. Autrement dit, Washington anticipe une fin du conflit avant Pékin. Car derrière la guerre en Iran, une lecture géopolitique fine s'impose. Trump ne vise pas seulement Téhéran, il vise Pékin. Le raisonnement est le suivant. L'Iran est le principal fournisseur de pétrole de la Chine. Plus de 80% des exportations iraniennes d'hydrocarbures partent vers la Chine, souvent hors circuit officiel pour contourner les sanctions. En frappant l'Iran, en bloquant le détroit d'Hermouz, en faisant monter le prix du brut, Washington fragilise directement l'approvisionnement énergétique chinois. Une pression économique par procuration, sans déclaration de guerre commerciale formelle supplémentaire. De son côté, Pékin a des intérêts vitaux à protéger. COSCO, son premier transporteur maritime, vient à peine de rouvrir prudemment ses lignes vers le Golfe. Xi Jinping arrive donc à la table dans une position plus inconfortable qu'il n'y paraît. Trump lui arrive avec plusieurs leviers simultanés, la guerre en Iran comme pression énergétique sur Pékin, les droits de douane comme pression commerciale et ce sommet comme opportunité d'un grand deal global, nucléaire iranien, Taïwan, accès au marché, chaîne technologique. Pour le marché, ce cadre de lecture change tout. Une désescalade en Iran ne serait pas seulement une bonne nouvelle géopolitique, ce serait le signe qu'un accord sino-américain plus large est en cours de construction. Pétrole, tech, chaîne d'approvisionnement, taux, tous les grands équilibres macro pourraient en être affectés. Le 14 mai à Pékin, on ne parlera donc peut-être pas seulement de tarifs douaniers. Grand deal possible à Pékin, mais pendant que Washington joue la partie géopolitique, l'économie américaine, elle, n'attend pas. Les économistes de Wall Street ne cachent plus leur inquiétude. Le risque de récession aux États-Unis monte en flèche et la conjonction de la guerre en Iran et de la guerre commerciale en est le principal moteur. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Moody's Analytics place le risque de récession à 12 mois à près de 49%. Goldman Sachs, on en a déjà parlé, est à 30% et Wellington Trust à 45%. En temps normal, sachez-le, c'est important, ce risque tourne autour de 20%. Le signal est donc clair,
quelque chose a changé. Deux chocs simultanés expliquent cette dégradation. D'abord, l'énergie. Un choc pétrolier a précédé quasiment toutes les récessions américaines depuis la Grande Dépression. Le prix de l'essence à la pompe a bondi de 35% en un mois. Et si les cours restent à ce niveau jusqu'à l'été, Mark Zandi de Moody's est formel, l'économie américaine bascule en récession. Ensuite, le marché du travail. L'économie n'a créé que 116 000 emplois sur l'ensemble de l'année 2025 et elle en a perdu 92 000 en février. Hors secteur de la santé, eh bien, les effectifs reculent même. Et les tarifs douaniers viennent compliquer encore davantage l'équation. En alimentant l'inflation, ils forcent en effet la Fed à maintenir des taux élevés et précisément au moment où l'économie aurait besoin d'un soutien monétaire. C'est le scénario de stagflation que Jérôme Powell refuse encore officiellement de nommer, mais que tous ses interlocuteurs ont en tête. 65% des Américains anticipent désormais une récession dans les 12 prochains mois. Les marchés actions ont déjà décroché de plus de 5% depuis le début des hostilités, ce qui érode l'effet richesse qui soutenait la consommation des ménages aisés. Le scénario central reste donc une sortie diplomatique rapide du conflit iranien, mais chaque semaine supplémentaire réduit cette marge, le compte à rebours est enclenché, et pendant ce temps, la guerre entre Trump et sa propre banque centrale, elle continue. La Réserve fédérale américaine vient de publier ses comptes audités pour 2025. 18,7 milliards de dollars de pertes d'exploitation. C'est la troisième année consécutive dans le rouge, mais les chiffres s'améliorent nettement. 114 milliards de pertes en 2023, 77 milliards en 2024. Et comment expliquer ces résultats? La Fed tire des revenus de ses obligations d'État, mais verse aussi, vous le savez, des intérêts élevés aux banques qui déposent leurs réserves chez elles. Or, depuis 2022, les taux ont été relevés pour lutter contre l'inflation. Résultat, les paiements d'intérêts dépassent les revenus, provoquant 3 années de déficit. Mais un nouvel acteur s'invite aujourd'hui dans l'équation, Donald Trump. En relançant une guerre commerciale avec des droits de douane massifs, il ravive les pressions inflationnistes sur les biens importés, les chaînes d'approvisionnement et les prix à la consommation. Et si l'inflation repart, la Fed devra maintenir ses taux élevés plus longtemps, voire les relever, ce qui signifie plus d'intérêts versés aux banques, donc plus de pertes et un actif différé désormais porté à 243 milliards de dollars. Le paradoxe est frappant. La politique économique de Donald Trump fragilise le redressement d'une institution qu'il critique violemment. Il accuse Jérôme Powell de freiner la baisse des taux alors que ses propres tarifs en rendent la baisse plus risquée. Jusqu'ici, la Fed de New York anticipait un retour aux bénéfices dès cette année, mais si la guerre commerciale s'intensifie, ce scénario pourrait être repoussé. En somme, la Fed reste solide, mais l'affrontement entre la Maison-Blanche et la Banque centrale devient à lui seul un risque politique pour les marchés. Avant de faire un point sur les performances des principaux actifs mondiaux, regardons ce à quoi les investisseurs seront attentifs aujourd'hui. Et évidemment, c'est la géopolitique qui est dans le viseur. Je vous rappelle, on en parlera un peu plus tard, mais que les cours du pétrole sont en nette hausse ce matin, puisque l'Iran a donc bien refusé le traité de paix annoncé par Donald Trump, même si ce dernier, sur ses réseaux sociaux, a annoncé que l'Iran est désireux de conclure un accord. Et c'est donc ce qu'il dit après le rejet par Téhéran, donc vous l'avez bien compris, de son plan de cessez-le-feu. Donc voilà ce qui va animer toute la séquence d'aujourd'hui. Peu de choses du côté de la macro, tout au plus les inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis, données qui seront publiées tout à l'heure à 13h30. Le consensus des économistes les attend en légère hausse. Elles étaient arrêtées à 205 000 la semaine il y a 15 jours. Elles sont attendues à 211 000 pour la semaine passée. Jetons à présent un coup d'œil sur la réaction des grandes places financières mondiales lors de la séance d'hier. Les bourses européennes ont terminé donc dans le vert. Le CAC 40 a gagné 1,33%, le DAX 1,34% et le FTSE 1,42%. Un haut responsable iranien indique que Téhéran examine toujours la proposition américaine de cessez-le-feu malgré une première réaction négative ça a été suffisant à tempérer l'optimisme d'hier matin sur le terrain au 26e jour de conflit. Donc hier, Tsahal
à bombarder des infrastructures à Téhéran, tandis que les gardiens de la révolution iranienne poursuivent, eux, leurs frappes sur Israël. Selon les grands cabinets de recherche, les tensions poussent désormais les investisseurs particuliers à se retirer progressivement des marchés. C'est ce qu'on va voir dans un instant avec Eric Seban sur le DAX, puisque c'est ce qui semble être bien le cas. Les chiffres le prouvent. On commente ça dans un instant. Aux États-Unis, même dynamique qu'en Europe. Wall Street a terminé dans le vert. Le Dow Jones a gagné 0,66%, le S&P 500 0,54% et le Nasdaq 0,77%. Même moteur, même doute. Les espoirs de désescalade au Moyen-Orient soutiennent les indices, mais Téhéran envoie des signaux contradictoires. Le ministre des Affaires étrangères exclut des négociations directes tout en confirmant des échanges via médiateurs. Les nerfs sont à vif. Les gros titres dictent les réactions de marché, résument les traders américains. Enfin, les cours du pétrole ont illustré hier toute la nervosité des marchés. Ils ont d'abord plongé de 6% à l'annonce du plan de paix américain avant de récupérer une partie de ces pertes, signe que les investisseurs ont intégré les signaux contradictoires venus de Téhéran. Le Brent a clôturé hier en recul de 2,17% à 102,22 $, le WTI de 2,2% à 90,32 $. L'unité au cœur des inquiétudes, le détroit d'Ormuz, par lequel transite, vous le savez, 20% de la production mondiale d'énergie. L'Iran a offert un passage sûr aux navires non hostiles, une concession symbolique qui n'a pas suffi à rassurer pleinement les opérateurs. Londres et Paris ont par ailleurs réuni les chefs d'état-major d'une trentaine de pays pour organiser la sécurisation du détroit. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 26 mars 2026 et juste après, comme convenu, comme premier, eh bien, nous retrouvons Eric Seban qui va nous dire si la finance comportementale, si l'analyse graphique offre des perspectives positives à court terme sur le DAX. À tout de suite sur Téléfinance.